On va repartir maintenant pour explorer un petit peu les défis auxquels font face les couples LGBT. Tout d'abord, il faut savoir que c'est un thème qui finalement a beaucoup été exploré par la sociologie, mais finalement assez peu par la psychologie. L'intérêt porté pour les couples LGBT et les défis auxquels ils font face, au niveau psychologique, je dirais, est finalement relativement récent. Alors, tout d'abord, je vais citer Connie Wittig, qui est une très grande penseuse du féminisme, mais également un des membres fondateurs du MLF, et qui, elle, avait une théorie assez intéressante, c'était celle du lesbianisme en tant que posture politique. C'est-à-dire que, pour résumer vraiment très rapidement sa pensée, il y avait l'idée que notre société est essentiellement construite autour de normes plutôt hétéros, et que donc, du coup, à partir du moment où les femmes se distanciaient justement de cette norme hétérosexuelle pour justement prendre plutôt un autre style de vie, un autre style également d'engagement relationnel, émotionnel et de couple, et bien finalement, elle prenait là une posture politique qui était à côté de celle qui leur était imposée par les normes sociales. Ingram, en 96, mettait justement en avant l'idée que notre société est plutôt tournée autour d'un imaginaire hétérosexuel et d'un imaginaire plutôt hétéronormé. Elle parlait d'hétéronormativité. Ça, on peut le retrouver beaucoup, notamment dans les propos qu'on va tenir aux enfants. Alors, même si ça évolue ces dernières années, mais traditionnellement, on va plutôt demander aux enfants avec qui ils vont se marier plus tard et on va plutôt encourager ce qui sont plutôt hétérosexuels, c'est-à-dire on va plutôt encourager les petites filles à répondre qu'elles vont se marier avec un garçon et les garçons qu'ils vont plutôt se marier avec une fille, qui encore une fois vient induire comme quoi il n'y aurait qu'une seule forme d'engagement dans le couple qui serait valable. Alors, Rich, en 99, parlait également du fait que l'hétérosexualité était toujours présumée et que finalement, on avait un peu du mal justement à imaginer que les personnes ne puissent pas être hétérosexuelles. C'était un petit peu comme si de base, on partait avec l'idée que tout le monde avait le même style d'orientation et que qui avait une orientation sexuelle différente relevait plutôt de quelque chose d'un peu extraordinaire. Alors, ça a tendance du coup à invisibiliser toutes les autres formes de sexualité. Et puis surtout, c'est une invisibilité qui va empêcher l'expression de pratiques sexuelles qui ne sont pas organisées par la société et plus précisément par le patriarcat. Alors, on a eu tout un développement des queer theories qui parlent justement de l'inégalité de genre et puis des privilèges hétérosexuels. Le premier privilège hétérosexuel étant le fait qu'on puisse justement présupposer cette fameuse hétérosexualité et qu'on puisse justement en fait être considéré comme une forme de norme. Alors, la question ensuite, c'est est-ce que les couples de même sexe, hétérosexuels ou bisexuels, font face aux mêmes défis les uns et les autres? Eh bien, encore une fois, la recherche a plutôt tendance à montrer que tous les couples font face au même style de défis et que bien souvent, ils viennent consulter pour des motifs assez similaires. Cependant, eh bien, il y a quand même le contexte social à prendre en compte. Et c'est pareil que pour les couples mixtes. C'est-à-dire que on a un contexte social qui est plutôt hétérosexiste et qui va plutôt mettre en avant un certain style de couple comme étant une norme. Alors, ce qui va induire, du coup, automatiquement des défis pour les personnes qui, justement, ne sont pas dans cette représentation sociale normée. Alors, bien souvent, justement, ce contexte social dans lequel on va se développer va plutôt avoir tendance à faire qu'on va vouloir maintenir alors soit des relations qui vont se conformer à soi comme attente sociale, soit sinon qu'on va avoir tendance à dissimuler, à cacher ou au contraire à vouloir revendiquer notre style un peu différent de ce que la norme sociale nous impose, mais quitte parfois à passer sous silence justement d'autres difficultés auxquelles on va faire face parce qu'on estime qu'on est déjà assez stigmatisé socialement et que donc du coup on ne peut pas parler d'autres difficultés qu'on peut avoir. Alors, les couples LGBT adopteraient a priori un style de communication qui serait différent de celui des couples hétérosexuels. Alors, lors des situations de conflit, les couples hétéros auraient plutôt tendance à adopter un style de communication en style demande-retrait, et tandis que les couples qui sont plutôt LGBT adopteraient un style de communication plus ouvert et plus égalitaire.
Donc, cela viendrait a priori du fait qu'en étant justement dans un couple LGBT, du coup, on est moins confronté aux enjeux de pouvoir et aux différentiels de statut, notamment les différentiels liés au genre qu'on va observer dans les couples hétérosexuels. Et donc, du coup, ce qui permettrait justement d'avoir un style de communication qui serait moins biaisé et potentiellement plus authentique. Alors, ça vient aussi du fait que les couples LGBT estiment justement ne pouvoir compter que sur eux-mêmes et qu'ils disposent de relativement peu de soutien ou d'aide en dehors de leur couple, ce qui n'est pas le cas des couples hétérosexuels. Là, c'est aussi un effet, comme je vous disais, de cette fameuse hétéronormativité qui fait que justement, les personnes qui ne sont pas dans un couple hétérosexuel ont bien souvent l'impression de finalement être un peu isolées par rapport à cette fameuse norme, entre guillemets, de couple qui serait majoritaire, mais ça va induire aussi le fait que lorsqu'ils sont face à un problème dans leur couple, ils vont avoir l'impression qu'ils ne peuvent pas forcément en parler à d'autres, ou en tout cas qu'ils ne trouveraient pas forcément cette ouverture, cette oreille dont ils ont besoin de la part des autres, et donc ils devraient compter d'abord sur eux-mêmes pour résoudre leurs problèmes et donc pas forcément sur un appui extérieur. Alors la démarche thérapeutique globalement elle sera la même qu'on soit face à un couple hétérosexuel ou un couple plutôt LGBT. On va faire des rencontres d'évaluation, on va déterminer les objectifs thérapeutiques, on va déterminer également les modalités d'intervention. Donc, bien souvent, on va travailler quand même sur les habilités de communication, sur l'affirmation de soi, sur l'entraînement à la résolution de conflits. Et puis, on va travailler également sur la restructuration cognitive et puis sur l'équilibre entre les besoins d'intimité et d'autonomie. Après, on va également travailler sur les facteurs de stress qui sont spécifiques aux personnes qui sont membres d'un couple LGBT. Par exemple, on va explorer comment s'est passé justement la révélation de leur sexualité et la mise en lumière de leur couple. Certains vont avoir vécu ça sous la forme d'un coming out qu'ils avaient bien préparé, maîtrisé et dans lesquels ils étaient acteurs, mais il va y en avoir d'autres qui vont avoir vécu un outing. Un outing, en fait, c'est lorsque c'est un tiers qui révèle l'orientation sexuelle ou le fait d'être en couple avec une autre personne. Et là, en l'occurrence, les personnes se sentent dépossédées puisqu'elles ne sont justement ni dans une situation où elles ont été préparées, ni dans une situation où elles ont été actrices et où elles ont maîtrisé leur communication. Et puis après, dans les autres choses qu'il faut pouvoir explorer, c'est l'accueil et puis l'insertion dans la communauté. Pour certains, ça va avoir été tout à fait smooth et du coup, ils ou elles auront eu le sentiment justement d'être bien accueillis dans leur communauté, que ce soit leur communauté d'origine, par exemple la famille, les amis, ou que ce soit dans la communauté LGBT. Et puis pour d'autres, ça ne se sera pas passé du tout de cette façon-là. Il y aura également la question de l'auto-identification, mais également très autour de tout ce qui peut être lié à l'homophobie ou à la transphobie, mais également à la stigmatisation vécue et ou la stigmatisation qui peut avoir été intériorisée. Les modalités de fonctionnement également du couple qu'on va explorer avec la question de est-ce que les personnes sont dans une relation exclusive ou ouverte, puisque beaucoup de couples LGBT sont justement beaucoup plus dans une démarche d'être dans un couple ouvert plutôt que les couples hétérosexuels. Et puis après, pour les pistes pour adresser les difficultés liées au manque de soutien, à ce moment-là, il y en a plusieurs. Ça va être par exemple de créer une identité de couple, une sorte de nous, un sentiment d'équipe, apprendre l'un de l'autre, communiquer sur ses émotions et ses insécurités, et puis pouvoir se positionner justement et positionner le nous par rapport à la famille ou au contexte sociétal, et puis pouvoir se protéger mutuellement des attaques extérieures. Et là, pour le coup, le thérapeute ou la thérapeute peut justement aider à développer ces stratégies. Alors, je vais répondre maintenant à une des questions qui était posée au tout début de la présentation, c'est-à-dire, est-ce que le couple hétérosexuel est un piège pour les femmes? Alors, on a quand même quelques données qui vont plutôt dans ce sens. Donc, notamment le travail, en fait, de sociologues, encore une fois. Donc, on a observé au niveau sociologique, c'est que globalement, on a une différence entre les classes sociales, mais que globalement, on observera souvent le fait que les femmes sont plutôt malmenées ou en tout cas mal considérées.
Donc, dans les classes populaires, les problèmes d'argent sont d'abord des problèmes de femmes, soit parce que les femmes sont dans des situations où elles sont isolées, que ce soit en tant que personne seule ou que ce soit en tant que famille monoparentale, mais aussi on a une autre chose, c'est que bien souvent on a des modèles de couple dans lesquels c'est aux femmes de gérer en fait l'économie de la famille. Et puis chez les riches, et a fortiori chez les ultra riches, le capital reste davantage une affaire d'hommes. Dans leur article, justement, Bessière et Golac citaient ce qui s'était passé au moment de la séparation du couple Bezos. En fait, ce qui s'était passé, c'était qu'ils étaient tous les deux cofondateurs d'Amazon et de tous ses corollaires, sauf qu'au moment de leur séparation, Jeff Bezos et Mackenzie se sont retrouvés en fait à, logiquement, pouvoir se séparer Amazon et les sociétés affiliées en mode 50-50. Et c'est ce qui aurait été effectivement assez logique. Cependant, à partir du moment où justement il y a eu entre guillemets, cette possibilité de séparation à 50-50, eh bien, les taux d'Amazon et puis Amazon elle-même chutaient en bourse, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que ça a complètement affolé Tether et tout ça. Et à partir du moment où il a été décidé que ce serait Jeff Bezos seul qui garderait la gestion d'Amazon et qui serait donc le seul dirigeant d'Amazon, Mackenzie ayant renoncé justement sa part et la cédant ou la vendant à son mari, ça je ne sais plus. Et bien du coup, soudainement, Amazon a regagné justement tous ses points en bourse et tout s'est résolu comme ça. C'est assez étonnant puisque finalement, ils étaient cofondateurs, co-gestionnaires jusqu'à présent. Visiblement, l'un comme l'autre n'avaient pas démérité dans leur mission de dirigeant. Mais il semblerait que pour la bourse, ce soit encore plus rassurant de voir que c'est un homme qui autocommande plutôt qu'une femme. Donc, malgré l'amélioration des conditions justement des femmes depuis 2 siècles, les femmes occupent toujours une place de second plan dans les stratégies familiales de reproduction. C'est-à-dire, quel que soit le régime matrimonial choisi ou le patrimoine de la famille, les femmes ressortent généralement appauvries des séparations et des divorces. Contrairement à ce que beaucoup prétendent, le divorce n'enrichit pas les femmes. Le mythe de la gold digger, c'est-à-dire de celle qui se marie ou se met en couple uniquement pour profiter de l'argent de son conjoint et ensuite repartir après un divorce avec le jackpot, c'est en fait un mythe. La majorité du temps, les femmes ressortent plutôt appauvries des séparations. Et puis, à diplôme et temps de travail égal, les femmes restent quand même moins bien payées que leurs collègues masculins. On observe une différence moyenne de 16,8% en France, de 11% au Canada et de 16,1% en moyenne pour les pays qui sont membres de l'OCDE. Et cet écart s'aggrave pour les personnes qui sont racisées, non-binaires ou porteuses d'un handicap. Il faut préciser que quand même ces différences qui sont observées, elles sont observées encore une fois à temps de travail égal et à diplôme égal. Et c'est également observé lorsque les femmes et les hommes obtiennent le même style de poste dans le même style d'entreprise. Parce que bien souvent, on va dire oui, mais les femmes sont plutôt sur des postes dans la fonction publique ou autre, ce qui expliquerait la différence salariale. En l'occurrence, ce n'est pas le cas, même lorsque les deux sont dans le secteur privé et sur des entreprises d'égale importance, eh bien, il apparaît que les femmes restent quand même moins bien payées que leurs collègues masculins, alors qu'elles travaillent le même temps et sur des postes équivalents avec des diplômes équivalents. Et puis surtout, quel que soit leur statut, les femmes continuent à assurer les 3/4 des tâches ménagères, ce qui constitue encore une fois un travail gratuit, mais qui reste aussi un travail invisible. Et puis à côté de cela, chez les couples de même sexe, on va observer une flexibilité des rôles où les partenaires partagent de façon plus égalitaire les tâches domestiques et parentales. Et puis l'équité entre les partenaires semble particulièrement importante chez les couples de femmes. Plus le couple est flexible et meilleure sera sa longévité d'ailleurs à ce sujet. Alors la question maintenant c'est pourquoi ? Eh bien, la réponse, c'est que a priori, lorsqu'on est dans un couple de même sexe, eh bien, justement, on est moins aux prises avec les enjeux sociaux et l'hétéronormativité, ce qui favorise justement la négociation. On a observé que globalement, que ce soit les hommes ou les femmes, personne n'aime faire des tâches ménagères, personne n'aime faire la vaisselle, personne n'aime faire du repassage, personne n'aime passer l'aspirateur. Mais dans un couple hétérosexuel, les femmes se sentent obligées de jouer ce rôle-là. C'est d'autant plus facile, entre guillemets, de l'avoir lorsque, justement, le membre du couple qui est avec un temps de travail moindre, c'est les femmes qui, du coup, vont se retrouver à se dire, puisque je suis justement davantage à la maison, je vais davantage travailler dans la maison.
On va aussi l'observer avec le télétravail. Beaucoup de femmes qui télétravaillent sont en réalité en même temps en train de faire des tâches ménagères. Ce qui fait que du coup, elles se font entre guillemets également avoir parce qu'elles sont en train de travailler sur leur day job qui les rémunère et en même temps, elles sont en train de fournir ce travail gratuit et invisible que sont les tâches domestiques. A priori, lorsqu'on est dans un couple de même sexe, il n'y a pas justement ces représentations-là. Il y a plutôt des pensées plus égalitaires. Et donc, du coup, comme il y a moins ces représentations de genre, eh bien, a priori, ça favorise justement le fait que la répartition des tâches soit davantage discutée. Dans les couples hétérosexuels, il y a beaucoup moins de discussions autour justement de qui fait quoi. Ou alors, ça va être des discussions, enfin des fausses discussions, dirons-nous, c'est-à-dire que c'est bon, moi je fais ça, toi tu fais ça, t'es d'accord, merci. Alors qu'à l'inverse, eh bien, plutôt au niveau des couples de même sexe, on va avoir à l'inverse des discussions plus ouvertes sur qui fait quoi et aussi des répartitions plus flexibles. Pourquoi est-ce que c'est important quand même de parler justement des tâches ménagères? Parce que même si pour beaucoup ça peut sembler être un combat d'arrière-garde, et ben en réalité c'est là que va se situer beaucoup de conflits dans le couple, mais également c'est là que va se retrouver beaucoup d'enjeux de pouvoir et de contrôle au sein du couple. C'est un thème qui a été beaucoup exploré par les féministes, notamment celle de la mouvance matérialiste depuis la fin du 19e siècle. Et pourtant, ce n'est un sujet exploré au niveau scientifique que depuis les années 60, 1960, je précise. Le premier, ou en tout cas un des premiers à s'être penché là-dessus, c'est Emerson en 62. Il a mis en avant le fait que le pouvoir allait résider justement dans la dépendance implicite de l'autre. Le pouvoir qu'une personne détient sur une autre personne réside dans le contrôle des choses qui ont de la valeur pour l'autre. Et ça, on va le retrouver justement au niveau de la répartition des tâches ménagères. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu de pouvoir là-dedans. Pouvoir de celui qui va, par exemple, en faisant la lessive, garantir à l'autre d'avoir ce qu'il faut au niveau matériel et vestimentaire pour assurer ses missions de travail, mais également enjeu de pouvoir pour celui qui, au contraire, est dans une sorte de résistance passive ou qui a développé une forme d'insuffisance ou d'incompétence, parce que du coup, ça lui garantit également d'avoir le pouvoir sur l'autre qui se sentira contraint de toujours assurer la tâche qui était pénible. Pour Haley, qui lui est plutôt un systémicien, va montrer que ces enjeux de pouvoir et de contrôle vont se manifester justement à travers les processus de double contrainte et d'affirmation paradoxale au sein de la relation. Alors, la double contrainte, c'est lorsque vous allez, par exemple, avoir des propos comme « sois toi-même ». À partir du moment où je vous dis « sois toi-même », déjà, je vous donne une indication, donc vous n'êtes plus vraiment vous-même, puisque vous faites un effort conscient. Donc là, du coup, ce n'est plus tout à fait naturel. La double contrainte, vous pourrez aussi repérer sur des demandes du style « pour rester toi-même, tu dois changer ». Voilà, ça, ce n'est en soi pas possible. On va retrouver beaucoup d'affirmations paradoxales également dans le couple autour des, justement, tâches ménagères. Ça va être beaucoup, par exemple, des « tu dois faire telle et telle chose, mais tu dois absolument les faire comme moi je le veux », par exemple. On va retrouver beaucoup ces enjeux, justement, de pouvoir et de contrôle à travers des processus de disqualification des perceptions entre conjoints. Ça, on va le retrouver, par exemple, avec les propos du style « toi, tu n'es pas assez compétent pour faire telle et telle chose », ou on va le retrouver également sur l'autre qui va dire « mais tu exagères de dire que tu fais tout ». Et puis après, on a aussi les modes de communication qui vont appeler à la soumission et qui vont engendrer des sentiments de méfiance ou l'impression que le dialogue est impossible. Encore une fois, lorsque l'on disqualifie les propos de l'autre, c'est ce qu'on obtient. On prend le modèle un peu de Haley. Donc, dans les relations de pouvoir, de contrôle, la structure du couple va reposer essentiellement sur des relations hiérarchiques qui vont paraître soit inflexibles, soit particulièrement floues. Inflexibles dans le sens où, par exemple, c'est toujours le même partenaire qui va devoir faire certaines tâches, ou flou dans le sens où on ne sait pas très bien qui a quelle responsabilité et où on se retrouve avec finalement, comme c'est flou, eh bien c'est un peu toujours le même qui se sent responsable et qui s'y colle. Les partenaires vont alors lutter pour pouvoir déterminer comment les relations familiales seront organisées. Et lorsqu'un individu introduit un changement dans ses conduites conjugales, l'autre va y répondre en tentant de bloquer ce changement. Après, dans les enjeux justement autour des tâches domestiques, il faut se dire que c'est toujours seulement la partie visible de l'iceberg concernant les enjeux de pouvoir à l'intérieur et hors du couple.
Bien souvent, la répartition des tâches domestiques, ça va vous dire beaucoup sur finalement comment sont organisées les relations entre les partenaires, mais également, ça va vous renseigner sur comment est-ce que les attentes culturelles aussi et les rôles qui sont attribués à chacun des genres et acteurs du couple vont s'être répartis et comment elles vont être produites et reproduites à l'intérieur du couple. Les partenaires vont vous dire qu'ils n'ont pas l'impression de ressentir une charge mentale ou une pression concernant les tâches domestiques. Et ben, c'est parce qu'ils ont tendance à les déléguer à quelqu'un d'autre. Et bien souvent, ils vont les déléguer à un travailleur pauvre. Aussi, il y a une autre chose, c'est qu'on est dans une culture, dans une société qui est plutôt construite autour de rôles sexuels et de rôles sexués. Et donc, certains vont être plus valorisés que d'autres. Et on va le retrouver également, encore une fois, autour des tâches domestiques. Par exemple, on va avoir tendance à penser que certaines tâches sont plutôt des tâches attribuées au masculin et d'autres plutôt attribuées au féminin. Par exemple, le passage de la tondeuse, on va avoir plutôt tendance à l'attribuer au masculin. À l'inverse, tout ce qui est gestion autour de la lessive et tout ça sera attribué plutôt au féminin. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe à ce moment-là que lorsque l'un des membres du couple effectue une tâche qui est traditionnellement attribuée à l'autre genre, eh ben, on va le percevoir comme étant une anomalie et il ou elle va être dénigré socialement pour ça. Par exemple, on va regarder comme quelque chose d'étrange une femme qui passe une tondeuse, surtout si on estime qu'elle a un homme pour cela chez elle. Et tout comme on va trouver ça étrange de voir un homme étendre le linge. Et donc, ce qui se passe, c'est que on va avoir tendance à dénigrer ces personnes-là pour s'être déviées de la norme et des représentations genrées qu'on peut avoir autour des tâches domestiques. Ça va se traduire notamment par des remarques de la part de tiers et donc ça va avoir pour effet un effet un peu punitif, c'est-à-dire que du coup à partir de là les gens n'oseront plus forcément dévier justement de ces fameuses représentations sociales autour du genre. Donc Sullivan parlait alors de gender deviance neutralization, c'est-à-dire en fait de tous ces comportements sociaux qu'il va y avoir pour contraindre la personne à ne pas dévier justement de ce qui est établi par la norme sociale autour de ce que son genre devrait faire autour des tâches domestiques. Bien souvent, les principaux cadres d'analyse théorique qu'on va appliquer en fait à la question des tâches domestiques, c'est souvent autour des prismes des ressources, que ce soit des ressources matérielles ou immatérielles, mais également autour des aspects psychologiques et symboliques. On ne regarde pas suffisamment où se situe l'enjeu de pouvoir, que ce soit dans la relation ou que ce soit autour de ces fameuses tâches domestiques. Et c'est une erreur parce que du coup, on loupe des éléments d'analyse et de compréhension. Et puis surtout, on va louper également des éléments qui vont vous expliquer pourquoi est-ce que parfois certains outils thérapeutiques que vous allez mettre en place ne fonctionneront pas. Par exemple, si vous avez un couple qui vient vous consulter et qui met en avant justement la question des tâches ménagères comme étant un de leurs soucis, vous allez peut-être avoir envie à ce moment-là d'appliquer en fait de la résolution de problèmes, c'est-à-dire de leur proposer d'identifier ça comme étant un problème, d'identifier à ce moment-là quelles sont les solutions possibles pour résoudre le problème, les avantages, les inconvénients et ainsi de suite. Si vous partez, entre guillemets, avec ce type de stratégie, le risque, c'est qu'en fait, vous n'avez pas assez bien analysé et fait analyser également le couple sur les véritables enjeux autour des tâches domestiques. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vous diront oui, oui, lorsqu'ils sont dans votre bureau, et lorsqu'ils reviendront, en fait, ils n'auront rien appliqué pendant la semaine qui sépare les deux rendez-vous, ou alors très peu. Et là, à ce moment-là, vous allez vous demander, vous dire, est-ce que c'est un manque de motivation? Qu'est-ce qui se passe? Bien, en fait, si on prend le temps justement d'analyser ces fameux éléments, on va se rendre compte que s'ils n'ont pas appliqué ce que vous aviez établi comme stratégie lors de la séance précédente en mode résolution de problème, c'est parce que justement, il y a ces fameux enjeux de pouvoir que vous n'aviez pas analysés ou cette pratique de gender deviance neutralization qui a été faite par des tiers et qui fait que automatiquement, lorsqu'ils ont essayé de mettre en place ces fameux changements, eh bien, on leur a imposé ou opposé des fins de non-recevoir ou on leur a imposé des réponses plutôt punitives au niveau social. Donc, Sullivan, elle, ce qu'elle proposait en fait, c'est que pour lever les éventuelles inégalités et les conflits de pouvoir, il faudrait qu'on puisse justement
explorer les interactions intégrées dans le couple, tout ce qui est autour de l'interaction et des négociations qui se déroulent dans des contextes spécifiques de conscience de genre. Alors, les indices, par exemple, qui vont vous permettre de les repérer, c'est lorsque vous allez poser la question de quel est le travail qui définit la famille. Vous allez être surpris, même si parfois c'est madame qui gagne plus d'argent avec son travail, bah, c'est le travail de monsieur qui définit la famille. On va pouvoir aussi poser la question de quelles sont les ressources matérielles ou structurelles du couple, mais on peut aussi poser la question des ressources relationnelles. Là, encore une fois, vous pouvez avoir des surprises. Vous pouvez avoir un des membres du couple qui a un travail qui est plutôt valorisé ou qui peut avoir une meilleure paye que son conjoint, mais ce qui va définir le couple, ce n'est pas ça, ce sont les relations et notamment les relations sociales qu'il aura établies. Et là, à ce moment-là, bah, celui qui sera véritablement entre guillemets au-dessus, bah, c'est celui justement qui fournit cette ressource-là. Alors maintenant, point qui arrive régulièrement lorsqu'on est face à des couples et qu'on fait de la thérapie de couple, eh ben, c'est ils sont venus chez vous pour s'engueuler. Alors, point important, on ne prendra pas position. Évidemment, on intervient si jamais on est face à d'authentiques débordements ou s'il y a un risque de violence. Hein. Mais sinon, on ne prend pas position. Au contraire, c'est plutôt bienvenu le fait qu'ils se disputent face à vous parce que vous allez pouvoir justement vous appuyer là-dessus pour faire votre analyse fonctionnelle. Alors, on va identifier les sujets qui vont diviser le couple et on va examiner la position de chacun, les comportements, les propos, les émotions. Et puis, on va explorer également tout ce qui est facteur personnel, tout ce qui est facteur environnemental, les facteurs précipitants, les facteurs aggravants. Enfin, voilà, tout ça, vous allez pouvoir le rentrer dans votre analyse fonctionnelle. Et puis aussi, on va identifier les motivations cachées. Qu'est-ce que ça signifie pour eux de venir en consultation pour se disputer? Est-ce que justement ils veulent vous tester, entre guillemets, ils veulent tester la relation thérapeutique ou est-ce qu'ils font ça parce que bah, c'est le seul endroit où ils arrivent justement à se disputer parce que le reste du temps, ils ne communiquent pas. Voilà, toutes ces choses-là, ce sera justement à rechercher. Et puis après, on va rechercher également tout ce qui est facteur de cohésion dans le couple. Bon, certes, là, ils sont en train de se disputer, mais c'est quoi qui fait qu'ils se rassemblent tous les deux? Et puis surtout, on va mettre en place nos hypothèses de travail. On peut proposer à ce moment-là un plan d'intervention. Donc, comme là, je vous disais, la résolution de problème peut être un bon outil, mais à condition d'avoir suffisamment bien fait son analyse auparavant. Alors, dans les points de vigilance qu'il faut recadrer à tout prix possible, c'est lorsqu'on voit que l'un des conjoints domine l'échange verbal. Ça, vous pourrez le voir, par exemple, s'il répond pour son conjoint ou si, au contraire, c'est lui qui prend toute la place et l'autre est complètement effacé. Ou si vous voyez que l'autre conjoint ne s'autorise à répondre qu'après avoir jeté des œillades complètement alarmées sur l'autre. Lorsque vous verrez que l'un des partenaires jette tout le blâme sur l'autre, ou au contraire, lorsque vous allez voir qu'il va jeter tout le blâme sur les enfants, par exemple. Là, c'est pareil, c'est quelque chose à adresser rapidement. Il y a aussi le problème de l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire que lorsque vous avez un des partenaires ou les deux qui vous indiquent de façon plus ou moins claire ou plus ou moins détournée qu'il y a un point de tension entre eux, mais qui ne vous en dit pas plus ou qui vous indique qu'il ne faut pas en parler. Ça, vous serez confronté à ce problème-là. Il y a eu, par exemple, un antécédent d'infidélité dans le couple, qu'ils ont réussi à surmonter ça et qu'ils vous présentent ça comme si ils s'étaient réconciliés et que c'était derrière eux, mais qu'en réalité, vous sentez que ce n'est absolument pas derrière eux et que ce n'est qu'une réconciliation de façade parce qu'il y a toujours des pics qui sont envoyés à ce sujet. Vous allez repérer ça également après sur d'autres comportements, par exemple lorsque vous sentez qu'il y a des avant-après dans ce qu'il vous explique et ainsi de suite. Autre point important, c'est lorsque vous allez avoir l'un des conjoints qui va transmettre des renseignements de façon qui est soit inefficace, soit non pertinente. Lorsque l'un des partenaires va vous demander de prendre parti, là c'est pareil, c'est niette, parce que ça peut vous indiquer en fait que la motivation n'est pas véritablement là. Ou alors, ça peut vous indiquer qu'il essaye de prendre la parole sur des sujets qu'il juge non conflictuels ou qu'il juge comme étant non dangereuses, que finalement, eh bien, c'est pour dissimuler d'autres choses ou pour pas que vous les regardez. Et puis, soyez attentif aussi à votre ressenti en tant que thérapeute. Voilà, les points qui doivent vous interpeller. C'est lorsque vous trouvez, par exemple, un des membres du couple plus sympathique que l'autre. Là, pareil, vous avez une obligation de neutralité pour les deux. Et si vous commencez à vous dire, ah, celui-là, il me semble vraiment beaucoup plus sympathique, contrairement à l'autre qui me déclenche plutôt de l'antipathie, là, c'est quelque chose qu'il faut travailler justement en supervision. Parce que sinon, ça met en péril le fait que vous puissiez leur offrir la même qualité de soins et d'égalité de face aux soins à l'un et à l'autre.
Alors, lorsque vous voyez que la dynamique du couple vous déprime, ou qu'elle vous interpelle, ou qu'elle vous rend anxieux, ou qu'elle vous rend en colère, bien souvent, notre ressenti en tant que thérapeute nous indique également comment se sentent les personnes qui sont face à nous. Lorsque vous souhaitez un objectif, mais que eux, ils ne le souhaitent pas, bien souvent, justement, il faut distinguer le mandat, c'est-à-dire ce que le patient ou les patients vous ont amené lorsqu'ils vous ont justement contacté, quel est leur objectif de travail, des vôtres. Lorsque vous ressentez de l'hostilité, ou même lorsqu'il y a une hostilité qui est liée à la dominance ou à la dépendance, comme je vous disais, toutes les dépendances ne sont pas forcément malsaines. On a des dépendances saines et même si par exemple vous vous dites non mais enfin ça me révolte de voir une personne autant dépendante, bah, si ce n'est pas exprimé comme étant un problème à travailler, du coup bah voilà vous n'allez pas forcer un travail dessus. Et puis après, sinon, un autre point auquel il faut être attentif, c'est lorsqu'après plusieurs séances, bah, vous avez le sentiment de n'avoir aucune information pertinente les concernant, ou que vous avez l'impression de n'avoir rien compris, ou d'être englué avec eux dans leurs problématiques. Là, pareil, c'est un truc qu'il va falloir nommer et travailler lors des sessions. Là, très franchement, ça peut vouloir dire une chose, c'est que peut-être qu'ils sont en train de faire de l'évitement et que justement, bah, ils se protègent, entre guillemets, avec cette façade sympathique et ils vous ont entraîné dedans. Mais du coup, bah, ça fait que, bah oui, vous pouvez vous voir 20 ans, vous n'aurez pas travaillé sur quoi que ce soit parce que justement, tout le monde se sera retrouvé dans cet évitement. Sinon, l'autre problème inverse, c'est lorsque vous avez l'impression d'être englué dans leurs problématiques. Par exemple, ils viennent vous voir parce qu'il y a des difficultés conjugales, mais en plus de ça, il y a des difficultés professionnelles et il y a aussi des difficultés dans la santé, des choses comme ça. Enfin, vous voyez, et que finalement, vous vous retrouvez à déprimer tous ensemble, eh bien là, c'est pareil. C'est aussi un truc à nommer. C'est-à-dire que si vous voyez que vous vous retrouvez tous à déprimer ensemble ou que vous avez l'impression d'être tous pris au piège dans ces problématiques-là, bah, c'est peut-être soit que finalement, les problématiques n'ont pas été assez explorées, soit qu'on n'a pas assez bien exploré les leviers. Par exemple, s'ils viennent vous voir et que outre leurs problèmes de couple, il y a également des problèmes de santé qui sont importants par rapport justement à leur dynamique, bah, vous ne pourrez pas forcément faire des miracles par rapport à ces problèmes de santé. Mais par contre, vous pourrez travailler sur ce que vous savez faire. Par exemple, vous pourrez travailler, donc si c'est un problème plutôt d'acceptation des soins, vous pourrez travailler sur la motivation au changement et l'acceptation justement d'aller vers les soins. Revenez à ce moment-là sur des choses que vous savez faire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et d'avoir suivi les différentes capsules. Un petit passage concernant les références bibliographiques et je vous remercie à tous et vous souhaite une bonne journée.